Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Bonjour à tous, bienvenue dans Vaincre et sourire. Aujourd'hui, on rencontre Clémentine qui est née avec une mutation génétique et elle va nous raconter un peu plus ce que c'est déjà une mutation génétique. Merci beaucoup Clémentine d'être là, de participer au podcast. Avec plaisir. Alors, une mutation génétique, c'est qu'il y a un gène qui n'est pas comme il devrait. Je pense que ça paraît assez simple et pas ce point un peu évident. Mais il se trouve que dans mon cas, c'est le gène SPINT2, qui est pas un gène dont on va entendre parler très souvent, à moins que, comme moi, il est muté, puisque ça code une des couches de la peau, qu'on appelle l'épithélium. Et c'est une couche qui se retrouve dans différents endroits du corps, mais notamment donc la peau, mais aussi l'intestin et aussi, pour moi en tout cas, les paupières. Ce qui veut dire que je suis née avec un intestin complètement flingué qui, ne pouvait pas absorber les nutriments, qui avait des zones un peu plus larges, plus serrées. Les zones plus larges, ça en fait 7 parce que ça doit être de poche comme ça et puis ça plus à l'intérieur, très joyeux. Et on appelle ça des sténoses d'ailleurs, quand ça fait, large, serré, large, serré. Ça faisait ça, ton intestin ça faisait comme des... Ah ouais, ça faisait des espèces de saucissons, Ok. d'infection du coup. Et à 2 mois quelque chose de vie, on m'a retiré le côlon puisque c'était vraiment la partie la plus atteinte, qui pouvait pas fonctionner. Ce qui fait que depuis, j'ai ce qu'on appelle une stomie, donc c'est un petit bout d'intestin, grêle en l'occurrence, qu'on fait ressortir à travers la paroi abdominale et qui permet d'évacuer les déchets, puisqu'il y a quand même des déchets. Je mange par la bouche, j'aime bien ça et par contre, j'absorbe pas les nutriments. Donc en en plus de la stomie, j'ai un cathéter central, donc une voie veineuse, un tuyau qui va dans les veines, jusque dans le cœur et qui permet de brancher dessus des perfusions qui m'apportent tous les nutriments dont j'ai besoin, protéines, lipides, oligo-éléments et vitamines. Et ça c'est tous les jours du coup? Et oui, alors ça, c'est tous les jours, c'est tous les soirs surtout, parce qu'on fait passer ça sur la nuit, puisque ça prend minimum 12 heures, 11h30 si vraiment à passer et le moment où je passe le plus de temps chez moi, c'est la nuit. Mmh. Donc ça permet aussi de brancher justement le soir, puisque là après du coup j'ai un fil qui part de moi, qui va jusqu'à la machine, donc une pompe qui fait passer le liquide et ça permet de débrancher le matin et après je peux partir, faire ma journée. D'accord. Et du coup, donc j'imagine que ça doit être hyper contraignant dans ton quotidien? Ce qui est intéressant, c'est que c'est contraignant, mais c'est une contrainte avec laquelle j'ai grandi, donc pour moi, c'est devenu totalement normal. Enfin, c'est même pas devenu normal, c'est juste normal parce que c'est comme si j'étais née avec, en fait. D'accord. Puisque les 2 mois et demi de vie, je m'en souviens pas, Mmh. hein, on est d'accord? Et depuis, j'ai ça. Donc c'est vraiment comme si j'avais grandi avec la même manière que quelqu'un de normalement constitué grandit avec un anus en état de marche et puis, un système digestif en état de marche aussi. Enfin voilà. OK. Et à part cette, partie, là, le reste de ton système digestif, il fonctionne bien? Oui, alors l'œsophage, l'estomac, tout fonctionne bien et il y a du coup une partie du grêle qui est là, qui rajoute du liquide, c'est ce que fait le grêle. Ce qui fait que ce qui sort après est relativement liquide en général et ça sort justement bien la stomie, par-dessus laquelle je mets une poche de stomie qui est, une bague de cire avec une poche par-dessus, oui, comme ça collecte et quand c'est plein, je vide. Ce qui veut aussi dire que techniquement, quand j'ai besoin d'aller aux toilettes, je suis obligée d'y aller. Je peux pas retenir
le temps de. Oui. Et j'ai discuté avec quelqu'un il y a pas longtemps à l'hôpital, parce que j'étais à l'hôpital en février, qui a eu une stomie pendant 9 mois, en fait. Et elle me disait qu'elle, ce qui l'a le plus choquée, parce qu'elle a 50 quelque chose, 60, ce qui l'a le plus perturbée quand elle a eu cette stomie, alors qu'elle avait jamais eu ça avant, c'est la perte de contrôle sur son corps, de devoir aller aux toilettes dès que c'est plein. Ouais. Et c'est vrai que ça me je me m'étais jamais, heu, arrêtée pour penser à ça parce que, pareil, j'ai tellement grandi avec que Oui, toi, ce contrôle, tu l'as presque jamais eu, oui, c'est finalement. ça. En gros, j'ai jamais eu ce contrôle et du coup, ça me manque pas parce que je l'ai pas connu. Et est-ce que tu peux, anticiper par contre? Est-ce que tu peux vider cette poche même si elle est pas pleine ou pour Oui, des questions, je sais pas, ouais, ouais. de Non, c'est sûr, si elle est à moitié pleine, mais que je sais que je vais aller prendre le bus, je vais la vider. Si, tout à coup, il y a des fois, il y a des gaz, du coup, techniquement, je pète, sauf que ça reste dans ma poche. D'accord. Donc, je suis obligée d'aller vider, ce qui est un peu frustrant des fois de se dire que je vide de l'air Et tu la vides, combien de fois par jour, cette poche? et je la vide, ça c'est, bonne question pour les médecins aussi. C'est toujours compliqué, je ferai 6-7 fois, des fois, ça dépend après de ce que je mange, de ce que je bois. Parce que, ce que je bois notamment, ça ressort très, très vite. Hem, donc si tout à coup je commence à boire pas mal d'eau ou autre boisson, mais, surtout l'eau, je vais vite aller aux toilettes et je vais y aller plusieurs fois, si en tout cas je continue à boire et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu un peu de développement parce que, entre, tu me dis si je fais trop de digressions au passage, je veux pas parce que en novembre dernier, après notre appel, on a changé le cathéter central donc ce qui me permet de recevoir le nutriment par, intraveineuse, parce que l'autre avait un soupçon de microfuite, un petite fente dans le matériel, enfin, au bout de 6 ans, ça arrive, c'est normal. Heu, pour dire 6 ans pour un cathéter central, c'est un vieux pépé avec une canne. D'accord. Vraiment, il était vieux, enfin, il a bien tenu. Donc on est en mode: «Il est temps de changer». On change et le cathéter qui a été mis en place en novembre a duré 3 mois. D'accord. Triple cathéter, hem, il n'a pas duré, parce qu'il faisait des bouchons de fibrine. Donc c'est la fibrine, c'est la langue séchée. En gros, c'est des dépôts qui s'accumulaient au bout du cathéter dans le cœur et ça gênait pas le cœur, hein, c'est pas un problème en soi, mais par contre ça bouchait le cathéter Ouais, ça empêchait que et du coup ça pouvait pas passer et c'était plusieurs, allers-retours à l'hôpital en ambulatoire pour, déboucher le cathéter à chaque fois, puis après ça se rebouchait, puis on redébouchait. Bref, ça a été et à chaque compliqué. fois, c'est des opérations, c'est quoi, des anesthésies locales, générales? Ouais, non, pour, mettre un cathéter central, c'est vrai que c'est des anesthésies générales. Je pense que j'en suis à une pas que pour les cathéters centraux, mais pour, en général, les anesthésies, générales, j'en suis à, je pense, une vingtaine, si ce n'est plus dans ma vie, truc comme ça. Hem, c D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une période quand j'étais petite où j'avais peur, parce que j'avais peur de ne pas me réveiller après. Mmh. Après, c'est passé et là, c'est revenu. C'est-à-dire que novembre dernier et aussi parce que j'ai eu 2 anesthésies générales, non 3 anesthésies générales depuis novembre dernier, hem, quasiment à chaque fois, pas à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, j'avais peur de pas me réveiller après. Et du coup, ta poche, je sais pas, par exemple, tu pars, toute une journée, c'est un processus, tu es obligé de la vider dans des toilettes ou entre guillemets, même si c'est pas terrible, mais tu peux, la vider dans la nature, ça pose, Ah oui, oui, pas de je souci? la je la vide là où il faut. Enfin, je veux dire, OK, oui, le nombre ça de pose fois pas de où j'ai souci. été derrière un buisson, derrière un arbre, en plus, c'est même plus simple, selon moi, que de devoir faire par derrière dans la nature parce que c'est un truc externe, si on veut, Oui. qui est comme je suis debout, voilà. Non mais c'est comme un mec avec son zizi, je veux dire, je sors l'engin et puis je le vide. Donc ça, c'est pour la partie, digestion, on va dire. Ouais.
Et après, tu parlais au niveau de ta peau et de tes yeux, c'est ça? Oui. Ouais, alors, ma peau, c'est pas grand-chose, c'est juste les grains de beauté que j'ai complètement masqué avec les tatouages. Mais enfin, pas masqué parce que je peux pas tatouer dessus, mais justement, j'ai trouvé l'astuce de me dire, ah, est-ce qu'on prépare un truc entre les grains de beauté? Et en fait, les grains de beauté, j'ai jamais trop pensé à ça jusqu'à ce que je me mette à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ok. Et là, tout à coup, j'ai eu des commentaires. Alors, j'ai eu la bonne idée de commencer en parlant de jeux vidéo. Donc, j'ai eu la communauté jeux vidéo de mecs prépubères qui se sont ramenés. Puis alors du coup ça y allait, crêpes pas cuites, dalmatien fâché. Alors parce qu'évidemment j'ai eu le malheur aussi de parler de capitalisme et de parler en défaveur du capitalisme. Et puis alors du coup il y a eu plein de personnes qui sont venues défendre le truc comme si c'était eux qui avaient créé le système. Ok. Ouais. Et en gros les grains de beauté c'est devenu une insulte entre guillemets, enfin pas une insulte mais enfin c'est devenu un truc. Moi j'avais jamais pensé avant, genre tellement normal pour moi. Bah ok j'ai des grains de beauté point barre. Mais tout à coup, je me suis pris les commentaires en mode, ah, dalmatien, crêpe pas cuite, machin. Je me suis dit, mais, ou coquille, d'ailleurs. Ou même, il y en a qui, parce que j'avais un grain de beauté ici, assez gros. Et il y en a qui disaient, mais, t'as une tache de merde, t'as une olive de pizza, ou je sais pas quoi. Je me dis, Ouais. les gars, vous avez vu le grain de beauté avant, ou quoi? Ah, bah, voilà. Donc, la peau, c'est juste ça, et c'est pas grand chose. Mais, pour les yeux, ça veut dire que l'intérieur de mes paupières, au lieu d'être tout lisse, est complètement rugueux, un peu comme une framboise. Ce qui veut dire que ça fait comme du papier de verre sur la cornée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cligne des yeux, bah, ça passe sur la cornée, la surface de l'œil, et bah, ça irrite, parce que ça frotte. Alors que c'est pas censé frotter. Et ça, en fait, on a mis super longtemps à le savoir. C'est-à-dire que on l'a su en décembre 2024. Mais comment tu vivais avant? Ah bah, évidemment que j'avais un suivi ophtalmo quand même, j'avais des gouttes, on a essayé plein de gouttes, en 2021, j'ai eu une opération pour enlever ce qu'on appelle les cils trichasiques, c'est-à-dire que c'est des cils qui poussent de travers. Donc mais c'est pas juste qu'ils poussent comme ça, puis après ils vont dans les, mais bon, la manière dont ils sont indentés dans la matrice ciliaire, donc dans le bulbe lui-même, est orienté de manière inadaptée, ce qui fait que ça poussait dans l'œil. D'accord. Et que ça irritait encore plus. Donc ça, on a essayé pendant plusieurs années de les retirer, genre, on faisait une anesthésie générale, mon ophtalmo les enlevait comme s'il pilait le truc, et il cautérisait derrière pour essayer que ça repousse pas, ça marchait pas. Et donc, il y a eu aussi une période où ma mère me les enlevait, en fait, avec une pince. C'était douloureux? Ça va. C'est comme un cheveu en plus intense, mais ça allait, pas. On le faisait, puis ça permettait au moins, des fois on arrivait à juste enlever le bon fil qui gênait le plus, et du coup ça me sauvait la journée, ou ça me... Oui, ça te faisait peut-être mal sur le coup, mais finalement, le reste de la journée, c'était mieux. Voilà, c'est ça. C'est le même principe avec les gouttes, avec de la cortisone dedans. C'est-à-dire que c'est un principe actif qui permet de lisser un peu le dessous des paupières. Donc c'est pas permanent, et c'est pas un truc dont je peux abuser parce que ça fait monter la pression de l'œil potentiellement. Mais c'est ce qui c'est ce qui produit les meilleurs résultats actuellement, en dehors des lentilles que je n'ai toujours pas essayé de mettre. Parce que du coup, donc ils ont appris en 2024, enfin ils ont découvert en 2024 que c'était ce problème d'irrégularité du coup de la paupière. On m'a endormi en fait. Avant, tu devais avoir toujours mal aux yeux. Oui, bah même encore aujourd'hui du coup, mais oui, effectivement, j'ai toujours eu les yeux, bah du coup pas très ouverts, parce que justement, la douleur fait que ça se contracte tout seul. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une... C'est un réflexe. C'est un poids où je remarque pas forcément, mais tes yeux se sont adaptés et... Ouais. Et ce qui fait que quand on a enlevé les cils trichasiques, par contre, ça a déjà fait
ça avait déjà fait un premier progrès dans l'ouverture des yeux parce que on a déjà remarqué que ça donne une différence déjà à ce moment-là. Et puis, c'est après ça d'ailleurs que j'ai découvert la pommade que j'ai mis tout à l'heure, de vitamine A en l'occurrence, mais le but c'est qu'il y ait du gras, parce que ça lubrifie, puis ça évite que ça frotte trop, et donc c'est le principal élément qui me soulage au quotidien, on va dire. Parce que après avoir découvert les paupières dans l'état dans lequel elles sont, la solution qui a été proposée, c'est des lentilles spirales, donc un peu plus grandes que des lentilles de contact classiques, pour protéger justement mes yeux de mes propres paupières. Et les lentilles, on a fait différents essais au cours de l'année dernière. Là, j'ai reçu une paire de lentilles qui est censée être adaptée à la courbure de l'œil, à la taille, à la machin, en novembre dernier. Et maintenant, c'est à moi d'essayer de les mettre. Et alors, Ça te fait peur? par contre, alors, j'ai au moins l'avantage d'avoir eu l'excuse de tout le merdier cathéter qui s'est passé, les 2 semaines à l'hôpital en février, tout ça, machin. Pour dire que j'ai pas encore essayé, mais c'est surtout que j'ai super peur. Enfin, j'aime pas toucher mes yeux, j'ai envie de toucher mes yeux, j'ai pas envie de les trifouiller, enfin. Ça te fait mal dès que tu touches, c'est douloureux? Bah, pas dès que je touche, mais déjà, ouvrir les paupières, c'est compliqué. Parce que, aussi avec la pommade d'ailleurs, ça glisse. Et ça veut dire que je suis obligée de retirer au maximum le gras. Donc, déjà un peu frotter, ou déjà un peu, toucher pour enlever le gras pour pas que ça glisse après quand j'ouvre les cartes de paupières. Et ça veut dire que pendant que j'essaye de mettre les lentilles, les yeux sont secs, ou en vrai, il n'y a pas le gras pour protéger, donc c'est un peu moins confortable. Et bah, après, pour arriver à ouvrir les paupières suffisamment pour mettre les lentilles dedans, et j'avais essayé 2-3 fois l'année passée déjà, je n'avais pas réussi, donc faudrait que je m'y remette un jour. Mais ça pourrait être quelque chose qui t'évite au quotidien de devoir mettre la pommade, etc. Normalement, je serais censée mettre les lentilles le matin et d'enlever le soir, mettre la pommade pour la nuit, et puis voilà. Mais c'est vrai que vu qu'en ce moment, j'ai des gouttes de cortisone qui sont à peu près douces, on va dire, dans le sens où c'est de surface, donc ça limite la potentialité, ça limite le potentiel effet secondaire de la pression de l'œil. Et donc, j'en mets 2 fois par jour, matin et soir. Et ça me stabilise suffisamment pour faire ma vie, donc j'avoue que je suis un peu réticente à trifouiller mes yeux, à toucher, à machin, parce que vu qu'ils sont bien, ça dépend des jours, mais je suis en mode bon, est-ce que je peux pas juste faire ma vie, en fait? Ouais, t'as à peu près trouvé un équilibre et t'as peut-être aussi peur que ça dérègle tout si tu les mets. Ouais. Sachant que l'année passée, il y avait un long moment, 6 mois à peu près, où je voyais tout flou. On sait pas pourquoi. On aurait dit, je sais pas si tu connais un petit peu en neuroatypie ou pas. Je dis ça parce que j'ai des amis qui le sont, puis j'ai plusieurs personnes dans mon fil aussi sur les réseaux sociaux qui en parlent. Au quotidien, tu vois bien. Oui. Ça te pose pas de problème au niveau de ta vision? Je suis myope, comme d'autres personnes peuvent l'être. Dans mon cas, on n'a jamais trouvé de lunettes qui me convenaient, qui faisaient un effet durable, ou vraiment, ça me corrige. Parce que quand j'essayais les lunettes de vue, je voyais une différence en les mettant, puis après plus. D'accord. Comme si ça bizarre, s'habituait, comme si... c'est ça, ou après mon ophtalmo m'avait avancé l'hypothèse de... Je me suis tellement habituée en ayant grandi à l'hôpital, en ayant pris l'habitude de faire des trucs de près, donc de faire d'enfiler des termes, littéralement, ou de lire quand j'essayais de lire, etc., que mon cerveau s'est potentiellement habitué à pas tellement traiter les informations qu'il y a au loin. Donc il avait dit c'est potentiellement ça qui fait que les lunettes ça change pas grand chose. Parce que de près je vois très bien, mais de loin c'est myopie quoi, c'est de loin. Donc ce qui fait que quand ma mère ou qui que ce soit essaye de me pointer un truc comme ah regarde, je suis en mode attends, tu parles de ça ou de ça ou de ça ou de ça. C'est toujours un débat de savoir qu'est-ce que la personne est en train de pointer.
OK. Et tes parents, ils l'ont su à quel moment, du coup, que tu as fait cette mutation? Ils l'ont su avant la naissance parce que ah, pas pour la mutation elle-même, ça c'est venu, sur le chemin ou c'est au début, les premiers mois, trucs comme ça, je pense, mais en gros, déjà à l'échographie, je sais plus laquelle, mais une des échographies de la grossesse, ils voyaient qu'il y avait un truc qui allait pas au niveau de l'intestin. Voilà, il y avait un truc bon. C'est ce qui fait que ma mère a accouché à Lausanne plutôt qu'ailleurs et comme ça parce que donc je suis née à Lausanne, qu'elle a accouché là-bas et en gros, faut se dire que j'ai passé ma première année de vie intégralement, aux soins intensifs de pédiatrie du CHUV, donc centre hospitalier universitaire vaudois, parce qu'on appelle ça le canton de Vaud, la région où il y a Lausanne et pour mes 1 an, mes parents ont pu me ramener à la maison pour la première fois. Alors c'était une expédition, il y avait une infirmière avec eux, et voilà, mais ils ont pu le faire et ensuite j'ai continué à passer la plupart du temps à l'hôpital. Quand j'ai commencé l'école, on n'a pas la maternelle enfin, il me semble qu'on a parce que la maternelle, ça commence à quel âge en Nous, c'est 3 ans, de 3 à 6 ans. Ouais. Non, nous on n'a pas ça ensuite, on n'a pas la maternelle, ça commence à 4 moi j'ai eu 5 ans pendant la première année d'école de ma vie. Voilà. Donc j'avais 4 ans au moment de la rentrée, mais j'ai eu 5 ans, 2 mois après donc. Voilà et même à ce moment-là, les premières années d'école, je continuais à passer plusieurs nuits par semaine au CP, comme ça qu'on appelle, pour intensif de pédiatrie. Et il y a une suite après, mais j'ai jamais retenu ce qu'il y a après pour et en fait, c'est seulement à mes 7 ans que j'ai pu passer toutes les nuits à la maison. Parce que c'était toujours lié à ton fameux problème d'intestin? Parce que voilà, alors c'est vrai que moi je me souviens pas très bien des raisons à l'époque parce que je suivais pas du tout. J'avais 7 ans, donc forcément je suivais pas ce qui se passait avec le médecin, c'était le médecin du parent, ils discutent et puis moi je vais voir ma secrétaire préférée et puis non vraiment alors pendant longtemps ma meilleure amie c'était la secrétaire du service. Mais t'avais grandi avec elle finalement? Bah oui, enfin je veux dire elle était là, elle est très vite arrivée et je crois elle est arrivée après mon arrivée dans le service on va dire, mais très vite. Donc de mes 1 an à après on a continué à se voir même au-delà de je veux dire on a continué à se voir jusqu'à mes 11 ans, truc comme ça. 12 ans, ouais, truc comme ça, ouais. Donc oui. Il paraît qu'en plus c'était la seule qui arrivait à me faire prendre mes médicaments. Bah, t'avais confiance en elle, enfin il y avait un vrai lien. Oui. Et donc du coup, les médecins ont vu qu'il y avait un problème sur les échographies au niveau de tout ce qui est intestinal, mais pour autant, ils n'ont pas déterminé à ce moment-là que c'était un problème génétique. Non, pas que je sache. Ça c'est sûr que c'est des informations qui sont plus floues pour moi parce que je les ai pas vécues. J'ai mis d'ailleurs très longtemps moi-même à vraiment comprendre qu'en fait, je peux résumer ma situation en parlant de cette mutation-là. C'est-à-dire que c'est presque, j'ai presque envie de dire que c'est en faisant la vidéo que tu as vue, toi, que vraiment, j'étais en mode, ok, non, c'est vrai que c'est comme ça que je peux résumer ma situation. C'est en me disant, j'ai cette mutation-là parce que elle affecte l'intestin, les yeux, les machins. Et que c'est ce qui fait le plus gros de ma situation. Donc pour dire que j'ai mis très longtemps moi-même à comprendre que c'était cette mutation génétique qui était à l'origine du plus gros de ma situation médicale. Et mes parents, par contre, je pense qu'ils l'ont su, ouais, dans les premiers mois, première année de vie, quelque chose comme ça, je pense. Parce que t'as fait des tests? Alors eux, du coup, j'imagine, mais je veux dire, on a fait des tests sur moi, j'imagine, je sais. J'ai aucune idée. C'est par des examens. C'est par des examens, effectivement. Et c'est vrai que mes parents m'ont pas spécifié comment est-ce qu'ils ont appris. C'est quelque chose qu'on leur a dit à l'époque. Et souvent ils précisent pas. Finalement, quand on dit à l'époque, on sait que c'est voilà le FUV, que c'était du coup mes premières années de vie. Voilà. Donc
chose que j'ai demandé à mes parents il y a pas très longtemps, parce que je sais qu'ils avaient eu un autre enfant après moi, mais qui est mort-né. T'es la première enfant? Je suis la première et je suis la seule parce que l'autre il était mort quand il est sorti. Et en fait, on avait dit à mes parents, enfin apparemment, il avait aussi la mutation. Et apparemment, mes parents, peu importe combien de fois ils faisaient les enfants, il y aurait toujours la mutation. D'accord. Apparemment, la combinaison des deux génomes de mes parents allait produire la mutation. Oui, il n'y avait pas de possibilité que ça y ait un enfant qui n'ait pas cette mutation dans tous les cas. A eu la mutation. Pareil, c'est vraiment un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps, que j'ai demandé à mon père un soir, ou je sais plus quoi. Donc, apprendre peut-être avec les pincettes, parce que j'ai un doute, parce que c'est vraiment un truc qu'on a discuté une fois et pas plus, mais voilà. T'en parles facilement avec tes parents ou tu sens que c'est un peu sensible comme sujet et ça fait tellement aussi partie de votre vie que c'est pas non plus un sujet que vous abordez facilement et régulièrement? Alors, ça dépend si tu parles de la mutation elle-même ou du fait que j'ai eu un frère mort-né et que peu importe. Bah, j'ai compris que le frère mort-né, peu importe, vous en parliez pas. mais effectivement. Mais pour ta mutation? Pour ma mutation, alors, on parle pas forcément de la mutation elle-même tous les jours, hein, parce qu'il y a pas lieu de. Après, c'est sûr que mais en fait, ça fait partie de nos discussions du quotidien, mais comme quelqu'un dirait, je sais pas, j'ai la chiasse. Bon bah ok, bah puis après on demanderait ah bah ça va mieux aujourd'hui ou pas. Enfin, c'est sûr que du coup moi c'est sur le long terme, mais voilà c'est ah bah tiens est-ce que bah déjà souvent ils m'aident pour les nutritions intraveineuses puisque je vis chez eux donc souvent ils font eux, des fois c'est moi qui fais quand même mais donc bah voilà des fois c'est ah bah tiens bien branché c'est viens, on va brancher, et puis on branche, viens, on va débrancher. Cette mutation, ça ça ajoute toujours des contraintes au fur et à mesure de ta vie, ou entre guillemets, là, tu sais que c'est au niveau de tes intestins, de tes yeux, et de ta peau, visiblement avec les grains de beauté de ce que tu disais, et ça s'arrête là, ou au fur et à mesure, il y a des choses qui vont s'ajouter? Alors, Dieu merci, ça s'arrête là. Sachant que, en parallèle, je veux dire, j'ai aussi une scoliose, qu'il a fallu opérer. Et c'est lié à cette... C'est pas lié, mais non, ça n'a rien à voir. Mais ça s'ajoute? Ça rajoutait, quoi. Enfin, voilà. Donc, mais, a priori, non, la mutation va pas produire de nouveaux effets. Normalement, c'est pas le cas. Du bois. C'est ça. Et ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps, parce que, en fait, suite aux 2 semaines que j'ai passées à l'hôpital, parce que le cathéter qui a duré 3 mois, il s'est infecté. Donc, on l'a dû retirer. Et, pendant que je n'avais pas le cathéter central, je ne pouvais pas rentrer à la maison. Parce que j'avais besoin de nutriments par intraveineuse. Et ça voulait dire poser des cathéters périphériques, les petits cathéters qu'on pose à l'hôpital, sur les bras. Et ça, on peut pas manipuler à la maison, c'est trop délicat, trop fragile pour qu'on puisse le faire à la maison. Et en fait, non seulement ça a donné une limite de temps parce que il y a une limite de nombre de fois où on peut piquer dans les veines parce que en plus qu'on passe les nutriments, c'est phlébogène, c'est-à-dire que ça irrite les veines. Ce qui voulait dire que voilà, il y a plusieurs enjeux. Et à la fin, ok, on a réussi à remettre un cathéter central, mais ils ont pas pu le mettre là où ils pensaient à gauche parce que une question qui nous occupe l'esprit en ce moment beaucoup, c'est la notion de capital veineux. En fait, j'ai une autre mutation génétique qui, elle, est plus commune, c'est la mutation du facteur 5 Leiden. Et en gros, ça fait que j'ai une tendance à faire des thromboses si je ne prends pas d'anticoagulants. Sauf que thrombose et accès vasculaire pour mettre des cathéters, c'est pas très compatible. Oui. Ça ajoute des risques au risque. Donc, par exemple, on a une veine sous-clavière qui passe grosso modo sous la clavicule, machin, qui est le coqueur. Chez moi, elle est morte. Elle est plus vascularisée, il y a plus rien qui passe. Et en fait, on l'a utilisée, on a réussi à mettre
je pense, 3 cathéters dedans, dont un qui a duré 5 ans, truc comme ça, un qui a duré 6 ans, jusqu'en novembre dernier, et bon, le dernier, malheureusement, il a duré 3 mois. Ce n'est plus un accès qu'on peut utiliser. Sachant que j'ai une jugulaire qui est morte depuis longtemps, aussi. Alors, le corps, il s'adapte et il crée des veines parallèles, oui, mais c'est des veines beaucoup plus fines, en fait. On peut pas utiliser pour un cathéter. Donc, il avait un espoir de revasculariser, puisqu'il y a un petit bout de ma veine veine cave supérieure à gauche, je crois, c'est ça. Il y a un petit bout de la veine qui est bouché. Et ça, ils avaient l'espoir de pouvoir déboucher avec les outils qu'ils ont, et puis et de pouvoir revasculariser et mettre un cathéter dedans. Ils n'ont pas réussi. Alors, ce qui est... Parce que, enfin, moi, ça me fait rire, mais apparemment, le chirurgien était pas loin d'y arriver. Sauf qu'il s'est fait piquer l'équipe anesthésiste par une autre urgence, et du coup, il a dû laisser tomber. Parce que il y a qu'une seule équipe d'anesthésie générale là où je me suis fait opérer dans le service où j'étais opérée. Donc, Ok. voilà. Ce qui veut dire qu'ils ont dû utiliser un accès veineux beaucoup plus niche qui est l'accès lombaire. Ils m'ont posé ça dans le dos et ça ressort par là. Alors, je sais, me demandez pas comment ça, ils ont fait pour aller faire aller le cathéter jusqu'au cœur et faire sortir ici quand même. Ils ont fait leur truc. Et ils s'attendaient pas, enfin, c'était un accès veineux qu'ils avaient évoqué, mais que on n'était pas censé avoir à utiliser tout de suite. En tout cas, on avait espéré ne pas avoir à l'utiliser tout de suite parce que on commence à arriver dans les accès plus niches, comme je disais. Ok. Oui, leur objectif, c'était de garder des cartes pour l'avenir, quoi. Et voilà, c'est ça. Et donc, on a moins de recul. Et en plus, ça veut dire qu'il y a une carte qu'on gardait normalement pour plus tard, qu'on a dû utiliser maintenant. Donc, ils sont venus m'annoncer, avant que je reparte avec mon cathéter central tout neuf à la maison, ils sont venus m'annoncer qu'ils allaient qu'on allait ouvrir la discussion sur la greffe intestinale. D'accord, parce que ça, c'est la seule chose qui permettrait que ça refonctionne de nouveau, que tu aies plus ce fameux cathéter, plus cette stomie, etc. Voilà. Ok. Ça changerait rien pour les yeux, c'est sûr. Mais ça enlèverait la stomie, ça enlèverait le cathéter. Et les contraintes liées, on est d'accord. Par contre, une greffe intestinale, ça veut dire 3-4 mois à l'hôpital. Ça veut dire risque de rejet, ça veut dire immunodépresseur à vie, à des heures fixes. Et c'est pas une greffe qui se fait en 3 minutes. Je veux dire, c'est lourd. C'est lourd plus que pour un rein, par exemple. Donc, je m'étais pas attendue à ce qu'ils viennent me dire oui, alors on va discuter de ça. Donc, c'est pas un développement dans le sens où il y a un nouvel effet de la mutation, mais ça, c'est sûr que c'est un développement auquel je m'attendais pas non plus, parce que c'est un peu les effets secondaires que tu subis. c'est un peu l'effet de les solutions qu'il y a actuellement sont pas éternelles, on va dire. Je veux pas dire qu'elles sont pas durables, mais elles sont pas éternelles. Et est-ce que ça réduit ton espérance de vie? Pas qu'on sache pas. Il y a pas de raison particulière que ça la révise. Comme disait mon père, c'est du 0 à 1. Je veux dire, c'est un jour je vais mourir, ça peut être à 40 ans comme à 80 ans. Comme tout le monde. Et du coup, voilà, et donc l'espérance de vie, il y a une moyenne qui est petite sur tout le monde, mais en cas par cas, c'est du 0,1. Parce que, voilà. Mais, après, justement, la question, si par exemple, on repousse la greffe autant que possible, et qu'on dit qu'on veut faire des cathéters jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout, la question, par exemple, c'est aussi la qualité de vie. Parce que il y a des accès qui sont possibles et qui sont beaucoup moins durables et que par exemple le chirurgien m'avait dit bon, si vous aviez eu 70 ans là on vous aurait mis directement un cathéter en fémoral, donc veine dans la cuisse machin, qu'on fait remonter, ressortir là où il faut, mais
et potentiellement 3-4 mois après ça aurait été capote, mais tant pis parce que fin de vie entre guillemets. Pour ces questions-là à cet âge-là, quoi. Donc voilà, et donc là, c'est sûr que 23 ans, donc bon, on va peut-être essayer de garder 8 devant moi, ça peut être sympa. Technique pour plus tard. Donc Et est-ce que t'as pu rencontrer des gens qui avaient cette même mutation génétique que toi? alors ça c'est la bonne question. Pas encore. Pas encore. Par contre, on m'a dit justement quand on m'a dit que on allait ouvrir la discussion de la greffe, j'ai appris par la même occasion que en fait, oui, il y a plusieurs personnes en France, plusieurs, pas beaucoup non plus, mais il y a des personnes en France qui ont cette mutation et qui ont eu une greffe intestinale d'ailleurs et qui on aurait pas pu me dire plus tôt qu'il y avait des personnes dans le monde tout court qui avaient ma mutation, parce que en gros, j'ai grandi. Et là, j'ai grandi sans trop savoir justement que c'était cette mutation-là qui faisait à la fois la stomie, le cathéter, les yeux. Voilà, ça m'a mis du temps pour comprendre que tout est lié. Et ça veut dire que j'ai grandi dans l'idée qu'il y avait personne d'autre comme moi. Alors, c'est sûr que ma mutation avec les yeux en plus, je suis la seule. D'accord. A priori. Surtout si on prend en considération ça, le fait qu'il y a les yeux en plus, le fait qu'il y a, en plus, en l'occurrence, facteur 5 Leiden, mais ça, ma mère l'a aussi, par exemple, donc, voilà. Mais si on prend tout ça en compte, je suis la seule, à avoir tous ces trucs-là en même temps. Ce combo. Combo, ouais. Par contre, la mutation qui affecte l'intestin, non, je suis pas la seule. Et comment on grandit quand déjà on pense à être la seule à avoir cette mutation et qu'on grandit entre l'hôpital, la maison, l'école, qu'on grandit justement à l'école avec les yeux qui font mal, cette difficulté avec la stomie, le sac à aller vider, etc. Enfin la poche à aller vider. Dans mon cas, on grandit sans beaucoup de copines, déjà. Dans mon cas, on grandit déjà sans beaucoup d'amis et traumatisé sans le savoir. Parce que ça m'a mis super longtemps à comprendre que un traumatisme, c'est pas forcément une agression ou un truc comme ça hyper grave. Ça peut aussi être un souvenir en fait qui nous a marqué au point d'affecter notre comportement encore aujourd'hui. Et ça, il y a un truc que j'ai compris encore plus récemment, c'est-à-dire genre il y a 2-3 semaines à tout casser, c'est qu'en fait, je vais devoir accepter que je vais pas arriver à un stade dans ma vie, je pense, où je serai 100% zen d'être à l'hôpital, par exemple. Je vais devoir accepter, je crois, que à chaque fois que je vais à l'hôpital, que je suis hospitalisée, oui, à chaque fois, ça va me faire des émotions, ça va me faire des trucs, ça va me mettre pas bien mentalement. Et c'est ok. En fait. C'est comme ça. Et parce que là, mentalement, j'ai pas très bien vécu l'hospitalisation de 2 semaines en février. Dans le sens où, déjà, être à l'hôpital, ça me plonge dans une espèce d'apathie où j'ai pas de motivation. Donc, j'arrivais à le dire, par exemple, pour m'occuper. On est encore heureux parce que sinon, je vais t'attendre comme ça. Par contre, j'avais aucune motivation, par exemple, pour avancer sur mes cours. Non pas que j'avais des cours à ce moment-là, Dieu merci. Par contre, j'avais escompté travailler un peu mon latin, en fait, pour l'uni, pendant l'intersemestre, c'est-à-dire, janvier-février. C'est tombé à l'eau. Encore heureux que j'ai pu faire mon examen, j'avais un seul examen, tranquillement, puis que j'étais pas à l'hôpital à ce moment-là. Ouais, ça dérègle tout le temps émotionnellement. Ça a un impact, et en fait, c'est normal. Enfin, le truc, c'est que les souvenirs que j'ai quand j'étais enfant et à l'hôpital sont des souvenirs, en gros, il y a plus ou moins, je vais pas dire que le positif qui est resté, mais il y a pas mal de positifs qui est resté. Parce que mes parents, Dieu merci, ils ont toujours été là, ils sont toujours là,
Alors, des fois, ça veut dire qu'il faut que j'insiste un peu pour dire que non, c'est bon, on peut prendre le métro. Ça va aller. Mais, en même temps, ça fait un soutien, j'ai plus le mot. Ouais, émotionnel, présent, c'est tout ça. Émotionnel, un soutien, indéfectible, voilà. Quand je suis à l'hôpital, ils viennent me voir tous les jours. Ils sont là, et ils apportent les affaires de la maison s'il faut, si j'oublie un truc ou machin. Même là, alors que j'ai 23 ans et qu'ils ont leur boulot, j'ai mes lectures ou mes cours et machin, bah ils ont apporté des jeux de société. Il y a des fois on a joué aux jeux de société, comme on avait pu le faire aussi en 2019 par exemple. Parce que 2019 j'avais passé la moitié de l'été à l'hôpital. Ou comme on peut le faire encore avant. Et donc en fait, j'ai pas ces souvenirs de quand j'étais à l'hôpital plus jeune, j'ai pas ces souvenirs de comment est-ce que je l'ai vécu émotionnellement parlant. Ok. J'ai des souvenirs peut-être désagréables d'examens médicaux désagréables ou machin. J'ai des souvenirs de bons moments partagés avec mes parents ou avec parfois d'autres personnes du service ou voilà. Mais mon cerveau a pas retenu l'impact émotionnel. Et donc en fait, quand j'étais à l'hôpital là en février, j'étais en mode mais putain, comment est-ce que ça se fait que je me supporte si mal maintenant alors que dans mes souvenirs, ça faisait comme si je le supportais bien à l'époque. T'as peut-être sélectionné ce que tu... Mais voilà. Et donc, c'est vraiment, il y a 2 semaines, 3 semaines, je me suis dit, mais tu sais quoi, je crois qu'il va falloir que tu acceptes que tu vas pas arriver à être sereine à l'hôpital. Ça va toujours être un milieu traumatisant, on va dire, pour toi. Mais, ce fait-là, le fait qu'à chaque fois ce sera traumatisant, c'est ok quand même. Enfin, c'est ok d'être traumatisé. Et c'est une phrase un peu bateau aujourd'hui, mais c'est ok de pas être ok. C'est littéralement ça. Selon moi, pour moi en tout cas. Et tu te faisais des amis enfants quand t'étais du coup en pédiatrie qui eux aussi étaient en pédiatrie, où en fait chacun est un peu dans son monde, même si c'est la chambre d'à côté? Ça parce que en fait, il y a une différence d'âge, il y a une différence de longueur de séjour surtout. J'étais toujours celle qui restait le plus longtemps. Surtout quand on parle de justement quand j'étais vraiment enfant, que j'étais au CHUV, comme je disais, j'étais la seule qui restait aussi longtemps. Et les autres ils venaient, ils restaient peut-être 2-3 semaines, mais pas plus. Donc je sais qu'un petit garçon qui habitait au Tessin, on avait peut-être joué ensemble, on a peut-être échangé, ou je sais plus quel âge on avait, mais donc il y avait peut-être eu un moment de lien, mais Ça s'arrête. il est reparti au Tessin, j'ai plus jamais revu, je veux dire. Et en fait à l'école c'était super compliqué. C'était pas du harcèlement au sens je me prends des coups, des insultes et machin. Ça reste une forme de harcèlement, et ça pareil, j'ai mis longtemps à le comprendre. C'est ce qu'on appelle l'isolement social, le harcèlement par isolement social en fait. J'étais juste seule, voilà. Vraiment c'était... Avec le temps, ça c'est... Alors je sais pas si en Suisse on dit le collège et le lycée. Alors, on dit collège et gymnase, mais donc oui. Ok, est-ce que ça s'est apaisé avec le temps, au fur et à mesure que tu passais au collège et au... Alors, collège non. Et collège justement, fin de l'école primaire, ouais. Et collège, j'étais aussi un peu harcelée par des garçons qui justement avaient pas... C'était toujours pas des... Alors, Dieu merci, pas des coups, bon. Mais c'est pas non plus des insultes, mais il y avait, je sais pas, un garçon par exemple, dès que je m'approchais de lui, il faisait un bruit de grenouille. Et vraiment genre... Et je savais parce que j'entendais rien, puis tout à coup j'approchais, puis j'entendais le... Enfin, à un moment donné, et plusieurs savais que fois, c'était donc pour à un toi, moment donné, il y a pas non plus de hasard à ce point-là, je veux dire. Et donc vraiment, je sais pas pourquoi, mais voilà. Ou sinon, il y en a qui me jetaient des boulettes de papier, ou de gomme. Donc c'est rien de physiquement blessant ou machin, mais ça c'est pas le Psychologiquement, c'est psychologiquement, c'est quand même pas. Puis je me souviens parce que j'ai relu le message il y a quelques mois sur le groupe WhatsApp avec mes parents, où j'avais dit aujourd'hui en cours il y a les garçons qui m'embêtaient en général, qui m'ont demandé combien je valais. Ok. Et alors j'avais répondu à mes parents
J'ai dit sur le moment 1 million de francs ou un truc genre vraiment super haut pour pas genre voilà, non mais allez vous faire foutre. Mais probablement que je vaux pas plus que mon prix préféré qui était la frime à l'époque. Elle avait répondu ça, tes parents? Ouais. Et bon, après, franchement, le message, ouais. Et donc, j'avais du coup une très très faible estime de moi, et encore aujourd'hui, des fois, c'est évident, hein, je veux pas faire genre, je suis guérie, et puis voilà, mais ce qui a arrangé les choses, c'est même pas la fin du collège ou le début du gymnase, lycée, c'est mon ex. Parce qu'en fait, c'est grâce à mon ex que j'ai commencé à avoir une vie sociale. Parce que il m'invitait à ses soirées à lui, et puis d'un coup après, bah voilà, j'allais avec lui chez ses potes, et puis il y a certains de ses amis qui sont devenus les miens. Mon meilleur ami était un ami de mon ex à la base. Alors ils sont plus franchement amis depuis, mais et c'est même pas à cause de moi, mais c'est juste que mon ex c'est pas quelqu'un avec qui on a forcément envie de passer beaucoup de temps. En tout cas, mon meilleur ami et moi, c'est il a quand même des amis hein, encore aujourd'hui, mais donc voilà. Mais ça, c'est un truc que je lui laisserai toujours, c'est de m'avoir apporté cette vie sociale, parce que j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon meilleur ami grâce à lui. J'ai rencontré un autre ami que je vois moins souvent, mais que voilà, des fois on se voit, qu'on a toujours du plaisir à se voir, grâce à mon ex aussi. C'est quoi? C'est parce qu'il t'a donné de la confiance en toi et du coup ça te permet plus facilement d'aller vers les autres et des rencontres? Il y a ça. Bah déjà, il y a le fait d'avoir rencontré ses amis à lui, puis d'avoir pu en partie devenir leur ami aussi, puis voilà, de communication, de cercle social, on va dire. Et effectivement, je pense que c'est quand même ce fait où quelqu'un de mon âge m'aimait, en fait. Voilà, T'avais le droit d'être aimé. c'est ça. Et autant il a un manque affectif qui pose la question de à quel point il m'aimait pour qui je suis, ou pour l'affection que je lui apportais, parce que comme ça, mais les deux, hein, pour le coup, ouais. Comme ça, les deux, on avait une réserve du câlin à portée de main, enfin, je veux dire, c'est un peu ça, en partie, en bonne partie, hein, mais voilà. Et je sais qu'au début, par contre, parce que là, j'en parle de manière un peu sceptique, parce que voilà, ça s'est fini, puis depuis, j'ai eu le temps de largement comprendre ce qui s'était passé en termes de dynamique, de voilà. Mais au moment où j'ai rencontré, j'avais 18 ans, clairement, j'étais en mode, ah, je l'aime, et puis voilà, on franchait pas dire, et puis voilà, mais Il t'a apporté quelque chose vrai. mais voilà, et il m'a apporté quelque chose. Donc ça, c'est un truc oui, c'est euh, Et maintenant c'est plus simple pour toi d'aller vers les gens? et maintenant, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a une partie où oui, c'est plus simple quand même, et ce qui c'est marrant dans le sens où j'ai rencontré quelqu'un à l'uni il y a pas très, très longtemps qui est devenu mon ami, et qui m'a dit il y a pas longtemps: «Ah mais toi, j'ai l'impression que tu te fais facilement des amis. Comment est-ce que enfin, est-ce que tu aurais un conseil à me donner ou quoi?» parce qu'elle a ses propres problèmes, de santé mentale qui fait qu'elle est un peu isolée, puis qu'aussi des fois elle se retrouve dans des amitiés un peu pas aussi équilibrées que ce qu'on aimerait, ou enfin voilà, donc et alors ce qui est génial, c'est que du coup nous 2 à chaque fois on se rassure mutuellement en mode: «Mais t'inquiète pas, tu comptes pour moi, mais non, mais t'inquiète pas, c'est rien, j'ai fait ça pour toi, mais c'est rien, t'inquiète pas», enfin Vous vivez voilà, la même chose? c'est mutuel, et puis du coup on est les 2. On se préoccupe les 2 de rassurer l'autre sur le fait que c'est normal de voilà, puis Bah, vous vous comprenez, vous savez voilà, ce que vous vivez. donc oui. Et donc aujourd'hui tu suis une scolarité classique? Parce que de ce que j'ai compris, t'arrives à peu près à caler les opérations et tout ça. Ouais, oui, alors ça, c'est toujours la galère, mais effectivement, j'y arrive. Ça t'empêche pas d'avoir une scolarité normale. C'est ça. Fort heureusement, j'ai toujours eu une scolarité normale. J'ai jamais été dans l'institut spécialisé ou quoi. J'ai toujours été à l'école publique. Voilà. D'ailleurs, mes parents m'ont dit il y a pas longtemps que apparemment il y a un médecin de village ou je sais plus quoi qui était là aussi pour assurer l'école de oui, elle peut ou pas, quoi. Oui, ok. Un truc comme Il ça. donnait sa validation. Qui, au début, elle avait dit, oui, mais non, mais ça va pas, niveau de la croissance, j'ai un retard de croissance, physique, je veux dire. Mentale, pas du tout, mais, physique, oui. Et du coup, il avait dit, oui, mais vu son retard de croissance physique, elle saura jamais tenir un crayon, elle saura jamais écrire.
L'ironie étant, je suis en faculté des lettres, donc j'écris un paragraphe toutes les 2 semaines. Donc, C'est une belle revanche. non, oui, voilà, oui, c'est un peu trop pessimiste, surtout. Si demain, par exemple, tu vas avoir des enfants, est-ce que tu aurais des tests à passer ou c'est pas parce que ça t'est arrivé à toi que ça arrivera forcément à ton enfant? Mais si je comprends, c'est vraiment génétique puisque Ouais. tes parents, visiblement, ça allait arriver à tous leurs enfants. Autant ils ont, voilà, donc, c'est vrai que ça me paraît tellement évident que je dois préciser, mais donc, eux n'ont pas la mutation génétique. Juste pour que ce soit clair. Mais j'avais commencé à faire des démarches auprès des généticiens que j'avais rencontrés une fois pour justement m'intéresser à cette question-là, parce que j'étais encore en couple avec mon ex, donc on se projetait, donc C'est des questions, même si vous aviez pas forcément l'envie tout de suite, c'est des questions qui peuvent être réfléchies de façon normale. Et alors, j'ai pas été au bout parce que il fallait faire des prises de sang sur moi, sur mes parents pour avoir des réponses et machin. Puis mes parents et moi, hein, c'est pas mes parents, mais en termes de bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine alors que j'avais encore 18 ans. J'étais en année sabbatique entre 2 années de lycée parce que c'était la galère au lycée. J'ai mis 6 ans à compléter le lycée. Mais les 2 dernières années ont été super et j'ai adoré et c'est ce qui fait que maintenant je suis dans la bonne faculté et voilà. Donc, donc ça paraissait un peu improbable de commencer à vraiment s'inquiéter de ce genre de questions au point de faire des prises de sang sur mes parents, sur moi, etc. Alors que déjà finir le lycée, pas mal. Enfin, voilà, effectivement, et aujourd'hui, de toute manière, je ne veux pas être enceinte. Je dis pas que je veux jamais avoir d'enfant. Je me laisse une possibilité. Pour l'instant, je pars du principe de pas en avoir, mais voilà. Par contre, je ne veux pas être enceinte parce que techniquement, je pourrais l'être. Mais de un, effectivement, je sais pas, parce que j'ai pas été au bout des démarches, mais je sais pas si je transmettrai ma mutation ou pas. Ensuite, c'est pas lié à la mutation, mais j'ai un espèce de rideau de tissu dans mon utérus qu'il faudrait enlever par opération chirurgicale pour laisser la place. Donc, comment dire que retirer un rideau dans mon utérus, c'est pas la priorité. Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir les échographies des grossesses, le surveillement rapproché parce que j'ai une situation médicale machin. Ah mais la flemme de mon Dieu. Donc si un jour j'ai des enfants, soit j'ai une partenaire ou un partenaire même, et puis on fait appel à gestation pour autrui, ou c'est même un partenaire qu'on insémine puis que voilà, soit on adopte. Ok. Et je dis on parce que je ne vois pas avoir un enfant seul. Ça, par contre, oui. Ok. C'est hors de question. Et puis, pour l'instant, de toute manière, je m'estime pas émotionnellement apte à avoir un enfant. Déjà, on a un chat à la maison que j'ai beau aimer. Quand il miaule à tout mieux pour qu'il calme la nourriture, alors ça fait 1 heure que je lui donne à manger. Ça te saoule. Ça me saoule. Et des fois, je m'en veux parce que je suis en mode, mais elle y peut rien, la pauvre. Donc, bon. Tes parents, ils ont eu une part de culpabilité de te faire vivre certaines choses, certaines opérations, certaines étapes, épreuves. Ma mère aura dû venir pour répondre à ça parce que aucune idée. Voilà. Ouais, effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas trop de problème. J'ai pas de problème à parler de ce que je ressens. En général, j'ai pas trop de problème à dire que je suis contente ou que ça fait chier ou que j'ai pas trop de problème à parler de ma vie ou à parler tout court, etc. Par contre, et encore plus avec mes parents, parler de ce qu'on ressent chacun, on va aller sauver une montagne et ça ira plus vite. Franchement, C'est plus cool. bon, mon père est allemand, donc ça va être pas non plus, parce que très carré, alors du coup c'est quelqu'un de très fiable.
Quand il dit qu'il va faire un truc, il fait un truc. Et ça, c'est un truc que j'admire absolument. Et j'essaye de faire la même chose de mon côté, d'être quelqu'un de fiable aussi, parce que je trouve ça juste génial d'avoir quelqu'un de fiable dans son entourage. Et encore une fois, soutien indéfectible, ils ont toujours été là pour moi, ils le sont toujours. Ce qui peut amener des fois un côté très protecteur, mais voilà, franchement, Dieu merci, ils sont là et voilà. Donc, mais c'est vrai que parler de ce qu'on ressent, pas tellement. Et puis alors, première fois que mon père m'a dit je t'aime, c'était genre après avoir bu 3-4 verres de vin. Et puis même ma mère qui est un peu plus ouverte quand même que mon père, on se dit pas souvent je t'aime. On se le dit des fois, et sans qu'il y ait eu d'alcool consommé avant, mais c'est rare. Et ça vaut donc pour les je t'aime et pour les autres émotions aussi. Et donc, si ils ont ressenti la culpabilité, j'en ai parlé. Et voilà. Est-ce que tu as été suivie psychologiquement justement pour les étapes à l'hôpital, pour le fait d'avoir été Je suis encore. par des psychologues? J'ai juste bouché. Parce que c'est pareil, c'est pas forcément lié à la mutation, mais quand je suis née, je respirais pas par le nez. Et quand un bébé, il sait pas respirer par la bouche. Du coup, ils ont dû me prendre d'urgence en mode essayer d'aller au laser, percer les petites parois cartilagineuses qu'il y avait au fond du nez, pour que je puisse respirer, en fait, et vivre. Et je dis ça parce que c'est potentiellement ce qui a fait que j'ai une rhinite chronique, donc mon nez coule tout le temps. Que je sois enrhumée pour de bon pas. Donc j'ai le nez bouché en permanence. Enfin, non, pas en permanence. Je fais la distinction entre nez bouché et nez encombré. Ok. Parce que je peux dire que quand j'ai le nez bouché à cause d'un rhume, je le sais. Il est vraiment bouché. Toi. Voilà. Alors que là, bah voilà, ça va. Bref. Donc, j'aurais pas dû faire cette déclaration parce que du coup, je sais plus de son... Ah oui, psy, pardon. Oui, j'ai un suivi psy depuis mes 8 ans. D'accord. Qui se poursuit encore à l'heure actuelle. Parce que un jour, j'ai dit à ma mère, après, et je m'en souviens, c'est si je parle pas à quelqu'un, enfin, dans le sens psy, je vais exploser. Ok. T'as eu cette intelligence émotionnelle de le dire. C'est vrai que j'ai eu ça. Après, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, parce que je l'ai dit comme ça, et juste après, puis surtout quand j'ai rencontré la psy ou quoi, bah, j'avais ce truc de me dire, je savais que j'avais pas explosé pour autant, enfin, mais si je lui dis, c'est qu'il y a quelque chose carrément, et je sais que vers mes 8 ans, un truc comme ça, c'était une période où je passais mon temps, limite, pas, à écrire sur des post-it pourquoi moi. Pourquoi. Tu ressens parfois encore de la colère d'avoir eu cette mutation et c'est surtout tous les inconvénients que ça implique. Mais tellement. Tellement. En fait, ça, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que à l'époque, c'était... Je sais pas si c'était de la colère déjà à l'époque ou pas, mais en tout cas, j'avais pas pendant très longtemps, j'ai pas eu ce ressenti de colère. C'est un truc qui est arrivé il y a pas longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt du côté mélancolique de la chose, si on veut, que du côté colère. Dans la vie en général et machin, quoi. Mon mood, c'est plus d'être en train de dans ma chambre le soir seule à pleurer ou à écrire des trucs dans mon téléphone que d'être en train de casser des objets. Je veux dire. Pour, mais justement, j'ai aussi cette espèce de feu en moi. Alors déjà, des fois, je peux m'énerver contre un truc comme ah, fais chier, écoute, ça, voilà. Mais surtout, j'ai ce truc depuis l'année passée, je dirais, d'avoir cette colère de par cette injustice, de me dire putain de merde, comment est-ce qu'il y a des personnes dans ce monde qui font leur vie sans se poser de questions de quand est-ce qu'elles doivent aller aux toilettes, de pourquoi est-ce que leurs yeux veulent pas, machin, enfin, de est-ce que les yeux vont bien aller demain, est-ce que machin, et que moi, par contre, je vais me poser ces questions-là parce que j'ai cette situation-là. Oui, il y a ce sentiment d'injustice, et j'en discutais avec ma psy il y a genre 2 semaines, et ça m'a fait réaliser que la colère, c'est un moyen de pas tomber dans
la victimisation et de rien faire de sa vie et de se dire: «Pauvre de moi» et de faire son Calimero parce que: «Putain, je peux rien faire. Oh mais c'est tragique, c'est machin». Donc ça veut dire que oui, il y a des moments où je suis en colère et que je peux rien faire par rapport à ça. Je peux juste continuer ma vie et attendre que ça passe. Mais c'est la seu enfin, pour l'instant en tout cas, c'est la seule alternative face au sentiment d'injustice, heu, versus, ouais, ne rien faire. Ouais, pour que tu puisses continuer de C'est la passer seule à l'action alternative et... pour continuer à vivre et à faire des trucs parce que c'est hors de question de rien faire quoi, enfin, faut le dire. Ça t'aide les réseaux sociaux? Aujourd'hui, t'es sur les réseaux sociaux. Ça t'aide à t'accepter, à faire passer cette colère, à avoir l'impression de rester dans l'action? Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, le fait de parler de la mutation génétique, c'était pas le projet à la base. Et c'est pas un truc que je fais encore actuellement, c'est-à-dire que j'ai fait cette vidéo-là que tu as vue et que c'est pour ça que je suis là. Et tant mieux, et franchement, bah super, et merci d'ailleurs pour ça. Avec plaisir. Mais c'était pas le projet et c'est toujours pas vraiment le projet. En gros, c'est pas un truc dont j'ai envie de parler parce que c'est pas le sujet. Toi, c'est la littérature plutôt. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que, et donc là, je suis un peu en train de le ramener parce que les vidéos sur la littérature ont clairement pas autant d'écho que ce qu'a pu avoir cette vidéo-là sur la mutation génétique. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a eu 2 autres fois, je dirais, où je répondais un peu à un commentaire ou à des commentaires en faisant une petite vidéo en mode un peu de rappel à l'ordre, on va dire. Et j'ai remarqué que ces vidéos-là, tout à coup, elles avaient tendance à pas forcément bien marcher au point où a marché la vidéo que t'as vue toi, mais elles marchaient mieux, surtout dans les médias, que les vidéos où je parle de bouquins. Et je comprends, c'est humain. On a ce truc de curiosité, on a cet aspect un peu plus ou moins voyeur, hein, mais pas forcément dans le mauvais sens non plus, mais de vouloir savoir et puis de vouloir un peu du drama, hein, aussi. Enfin, donc je comprends tout à fait parce que j'ai la même chose, parce que c'est humain. Mais putain, ça fait chier. Toi, c'est pas le but de ton compte. Parce que c'est pas le but de mon compte. Parce que même si les vidéos elles marchent pas autant, elles marchent quand même. Plus ou moins. Là, il se trouve que en ce moment, j'ai très peu de commentaires, donc j'avoue que en ce moment, vraiment, je suis un peu découragée. J'ai envie de continuer parce que ça fait, j'ai vu justement une vidéo sur la mutation génétique et je suis en train de me dire potentiellement si le prix à payer entre guillemets pour parler du livre et que ça marche à peu près, c'est de parler de temps en temps aussi de ma situation parce que c'est ce qui amène des gens sur mon compte. Éventuellement, je peux le faire parce que c'est pas un problème pour moi non plus d'en parler. Oui. C'est juste que c'est pas le projet à la base. Ça t'a aidé, ça a rencontré des gens. Mais voilà, j'avoue que cette vidéo-là en particulier, on va dire, déjà, je m'attendais pas à ce qu'elle marche à ce point, à ce qu'il y ait autant de commentaires en mode de courage, bravo, merci pour ton humour, bienveillant. Et surtout, il y en a qui ont relevé, par exemple, mon humour, alors que je suis quelqu'un, on m'a jamais dit que j'étais particulièrement drôle, et c'est pas un but dans ma vie non plus, hein, mais ok. Et donc, je m'attendais pas, et ça, oui, ça fait plaisir, on va pas se mentir, et ça fait du bien, et ça donne aussi une espèce de foi en l'humanité, je vais pas mentir, parce que Tout le monde n'est pas méchant. ça, et puis aussi par rapport à l'état du monde en général, hein, parce que ça, c'est comme tout le monde, mais évidemment que même en ne lisant pas les news tous les jours, parce que sinon je pense que je serais en dépression depuis longtemps, forcément qu'il y a des trucs que j'entends quand même. Oui. Et je me dis, putain, où est-ce qu'on va, parce que... Et donc, il y a ce genre d'effet tout à coup où il y a des commentaires bienveillants sur une vidéo comme ça, où je me dis, bon... Ça fait du bien. Ça fait du bien, et il y a encore espoir de faire quelque chose de cette société. Parce que... Et par contre, il y a le revers de la médaille que j'ai connu même avant d'avoir ce bon revers-là, on va dire. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu des haters, et après j'ai eu ça. Et en fait, je m'étais pas en gros,
j'ai parlé de harcèlement avant et ça en est, mais encore une fois, c'était pas des insultes, c'était pas des trucs, j'étais pas spécialement attaquée sur mon physique ou c'était pas, marqué comme ça. Alors que dans les commentaires sur les réseaux sociaux, justement, ça y allait. Je lui ai dit, Les gens derrière leur écran, c'est plus simple. vas-y, dalmatien, vas-y, ton visage, il va quoi? Il y en a qui trouvent que je suis trisomique. Ok. Et en fait, ça m'a apporté une conscience dont je me serais passée, on va pas se mentir, de ce que je renvoie, en termes d'apparence pure et dure. Dans le sens, ah, ok, quand on voit, visiblement, je peux avoir l'air trisomique pour certaines personnes. J'avais jamais réalisé ça avant. Ok. Oui, ça t'a renvoyé Alors que je comprends à ça bien, des... parce que les yeux un peu pas très ouverts, machin, qu'on dirait un peu bridés, c'est quelque chose qu'on peut associer à la trisomie 21, par exemple, ou voilà. Donc, je peux comprendre et on m'a fait comprendre d'où ça pouvait venir et pas. Donc, pareil, j'ai pas envie de blâmer non plus parce que on a tous et toutes ce truc de juger facilement quelque chose qu'on comprend pas. C'est humain. Quelqu'un dans la rue qui a un comportement qui nous agace ou qu'on trouve bizarre, si on sait pas pourquoi la personne le fait, on va juger. Alors, j'estime avoir la décence de ne pas faire sortir ce jugement de mon corps. Voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Encore moins derrière un écran, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est humain. Donc, et c'est pour ça que je me suis dit, bah, vas-y, tu vas expliquer. Parce que on comprend mieux on juge moins ce qu'on comprend. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui aurait cette même mutation, tu dirais quoi? Wow. Désolé. Pourtant, j'aurais dû me préparer, à ça, mais, enfin, non, mais ça veut dire, j'aurais pu quand même essayer de réfléchir à ça avant, parce que, en fait, je trouve ça compliqué par exemple, le fait qu'il y ait les yeux chez moi, c'est pas le cas chez tout le monde. Donc, ça montre déjà que la mutation, elle va pas se manifester 100%, on va dire, de la même manière chez tout le monde qui a cette mutation. Et en plus, moi, je trouve que j'ai eu la chance incroyable d'être née au bon endroit, dans la bonne famille, en fait. Parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenue. J'ai eu la chance que, par exemple, le commentaire dont je parlais avant du médecin qui a dit ouais, elle saura jamais, machin. C'est pas un truc que j'ai entendu moi à l'époque. C'est un truc qu'ils m'ont rapporté comme ça, l'autre soir parce qu'on parlait ou quoi. Donc en gros, j'ai eu la chance de jamais quasiment avoir eu ce genre de commentaire de tu vas pas y arriver. Ils t'ont préservé, tes parents. Oui. Et en fait, c'est une chance que pas tout le monde aura. Donc en fait, je peux pas juste donner un conseil à quelqu'un qui a cette mutation-là, mais qui aurait un contexte socio-culturel totalement J'ai différent. posé la question après, c'était qu'est-ce que les proches doivent faire? Là, tu viens d'y répondre, c'est parfait. Alors, donc pour la personne qui a cette mutation, je dirais, j'ai pas envie de dire un truc bateau en plus parce que Moi, j'ai eu l'impression que ce qui ressortait, c'était un peu accepter de vivre dans le chaos. C'est comme ça, ouais, mais il faut continuer d'avancer. mais bah c'est un peu ça. Ouais, effectivement. S'il fallait dire un mot de la fin, tu dirais quoi? Après les proches, enfin du coup pour les proches, ça répond à la question. à ajouter. Pour les proches, je trouve que ce qui aide beaucoup, que ce soit pour les parents, non, ce que je veux dire, c'est que je trouve que ce qui aide pas mal, pour moi, de ce que mes parents font, de ce que mes amis font, c'est les personnes qui ont conscience de le fait que les yeux, c'est pas toujours ok, que du coup la terrasse, par exemple, c'est pas toujours possible, que machin, c'est pas toujours... En gros, un cadeau qui m'a été fait il y a pas longtemps par une amie qui m'a touchée, c'était une carte cadeau Kobo. C'est-à-dire que Kobo, c'est des liseuses. Et donc,
plutôt que m'offrir un bouquin papier, parce que je ne lis plus tellement sur papier depuis que j'ai eu ces yeux qui voyaient flou partout, parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup plus d'énergie. Et ben, elle a pensé, elle va pas offrir un bouquin papier, elle va offrir de quoi m'acheter des bouquins numériques directement. C'est s'adapter du coup. Donc Les gens s'adaptent. en fait, avoir en tête les difficultés potentielles de l'autre personne. C'est vraiment juste y penser. Et rien que le fait d'y penser, puis du coup effectivement s'adapter, mais donc de montrer qu'on y pense, et du coup on fait ça plutôt que ça touche profondément, pendant qu'à moi ça me touche. Et ça évite aussi justement d'avoir un bouquin papier dont on sait pas quoi faire, par exemple. Et donc ça, c'est utile et ça touche, émotionnellement parlant. Donc avoir en tête au plus possible ce que la personne dans votre entourage qui a cette mutation, qui a un problème, a comme difficulté, ça aide. Et par contre, vous n'oubliez pas vous non plus. Dans les proches, faut pas qu'ils s'oublient non plus. Parce que mes parents ne vont pas chez le psy, mais putain, ils devraient. Ouais. Parce que c'est dur aussi pour eux. Ils auraient totalement le droit d'y aller et ce serait tellement bien pour eux, en fait. Enfin, et alors, visiblement, ils ont trouvé leur moyen de faire leur vie quand même sans psy et sans, voilà, mais. Ce serait pas de trop. Ce serait pas de trop. Hein. Et le mot de la fin, ça serait quoi alors? Le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait que les personnes qui ont un problème avec une apparence qui est pas comme ils veulent ou pas comme ils s'y attendraient, et qui prennent pas la peine de comprendre pourquoi, les gens qui prennent pas la peine de comprendre pourquoi en général, on les emmerde. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.